Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir avec 24 heures et 15 minutes de retard. Je m'en excuse, en plus pour les 24 heures que pour les 15 minutes. Malheureusement, ça risque de devenir un petit peu récurrent dans les semaines qui viennent. Je ne suis plus trop maître de mon calendrier pour cause de vie personnelle. Donc du coup, bien écoutez, je vais faire ce que je peux. S'il s'avère trop difficile de streamer en direct, ce qui n'a qu'un intérêt relatif dans le fond, c'est surtout pour moi, comme ça m'oblige un petit peu à respecter des horaires. Mais si je peux plus les respecter, bon bah ça va devenir un petit peu plus compliqué. Je vais donc voir, et il est possible à l'avenir que, on va dire pour quelques semaines, je tourne les vidéos quand je peux en fait finalement. Ma foi, nous verrons bien. Alors, comme d'habitude, présentation de l'œuvre, Le Maître et Marguerite. Le livre donc fait à peu près 680 pages. Alors sa date de parution, elle varie 1966 ou 1967, ça dépend ce que vous prenez en compte donc pour la première édition, et 1989 pour ce qu'on considère comme la version définitive. L'auteur est Mikhail Bulgakov et vous trouvez normalement le livre au prix de 10 €, sachant qu'il en existe pléthore d'éditions et qu'elles sont, on va dire, de plus ou moins bonne qualité en fonction du traducteur. Donc vous regarderez si jamais vous êtes intéressé. Moi je l'ai pris chez Robert Laffont, j'ai pas grand mal à en dire. Donc l'auteur et le contexte, comme d'habitude. Donc Mikhail Afanassievitch Bulgakov est né en 1891 à Kiev, de parents russes, et il est issu de la bourgeoisie du temps, avec un père qui était notamment professeur supérieur et conseiller d'État, à titre de la table des rangs, dont on avait déjà parlé au moment de Goncharov et d'Oblomov. On verra que le mélange diversement mis en forme d'Ukraine et de Russie est une constante, peut-on dire, de la littérature russe et de ses auteurs, en tout cas de certains d'entre eux. En l'occurrence, Bulgakov est né à Kiev, mais il est intégralement russe. Famille bourgeoise donc, famille d'artistes, musique et théâtre, et rien de profondément marquant jusqu'à la perte de son père en 1907, des suites d'une néphroangiosclérose qui emportera elle aussi l'écrivain encore jeune. Et donc inscrit à l'université de médecine de Kiev, il y obtient son diplôme en 1916. Alors je me permets de passer sur le diaporama. Voilà Bulgakov en 1916. En sa qualité de médecin, il ne participe pas directement à la guerre. Il est affecté dans des hôpitaux, d'abord sur le front puis en province. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, qu'éclate la révolution de février. Et à ce moment aussi qu'il commence à écrire des romans, aucun de ceux-ci n'étant conservé d'ailleurs, ce qui s'explique assez bien compte tenu de l'époque de rédaction. Il est donc pris dans la tourmente révolutionnaire à Kiev, Kiev que l'on sait avoir été un objet de tentation pour les multiples factions combattantes, surtout en Ukraine. Il en tirera d'ailleurs un livre, La Garde Blanche, qui est un bon livre, un livre dont on parlera l'an prochain, je pense, au gré de nos diverses promenades. Ça peut être intéressant de revenir parfois sur certains auteurs. On le fera d'ailleurs. Donc Mikhail Bulgakov, à cette époque-là, il a 2 frères dans les armées blanches et lui-même est réquisitionné comme médecin en 1919 dans l'armée de Denikin, réquisition qui correspond aussi à son idéologie à l'époque, et sans doute à une partie de son idéologie tout court. Donc la guerre se passe comme elle se passe, on le sait, et lui, coincé à Vladikavkaz par le typhus, eh bien il ne peut s'enfuir après la déroute blanche, à l'inverse d'une grande partie de sa famille, qui va nourrir ce grand vivier des émigrés, pas plus qu'il n'est purgé par les bolcheviks d'ailleurs, et donc par conséquent il vivote. Il vivote et il comprend bien, malgré son peu d'admiration pour le régime, bien que ce dernier est parti pour durer. Et c'est son ambition de devenir écrivain de renom qui prédomine, et qui nécessite de sacrifier au pragmatisme.
Donc perclus au début de travaux de bureau, de travaux journalistiques alimentaires, eh bien ces premières années d'écrivain, elles se passent dans un anonymat que l'on peut dire complet. Et ses premières œuvres à succès par la suite, notamment donc la Garde Blanche, adaptée après en pièce de théâtre, déchaînent les critiques politiques et alternent entre reconnaissance populaire et censure, censure réclamée à corps et à cri par l'environnement littéraire de la critique soviétique. Donc ce sera le cas, ces récriminations, ces hauts cris d'orfraie, pour toutes ces œuvres, à tel point que la GPU perquisitionne l'appartement des Bulgakov en 1926, guérissant ce dernier à tout jamais de la tentation de tenir encore un journal intime. Bref, de 1920 à 1925, il est un journaliste, on va dire, alimentaire, et puis de 1925 à 1930, un écrivain qui alterne succès et surtout nombreuses censures. Censure à tel point que le 28 mars 1930, il écrit directement au gouvernement de l'URSS pour lui demander que l'on fasse une fois pour toutes quelque chose de lui, ou alors qu'on le laisse émigrer. C'est Staline qui lui répondra directement en personne par téléphone et il obtiendra un emploi au théâtre d'art. C'est bien entendu la pomme empoisonnée puisqu'il ne s'agit pas d'un don, c'est une carotte qu'on lui offre en lui faisant comprendre que cela aurait pu tout autant être le bâton. Staline qui, pour l'anecdote, avait aussi bien censuré personnellement certaines de ses œuvres tout en ayant vu l'une des pièces de Bulgakov, Les Jours des Tourbines, qui est adaptée de La Garde Blanche, qu'il avait vu 15 fois. Et en ayant en plus occasionnellement protégé l'écrivain et en lui ayant évité l'exécution. Donc voilà, c'est comme ça l'arbitraire d'un homme, d'un dictateur, ça a ses avantages et ses inconvénients. Alors ça ne change rien à son sort au global, tous ses écrits sont systématiquement recalés, ses pièces jamais jouées, sa biographie est littéralement une litanie d'excuses, de refus, de demandes de réécriture, de censure, d'œuvres disparues. À la fin de 1939, la santé de Bulgakov, qui n'a pas encore 50 ans, s'aggrave rapidement, et victime de la même maladie que son père, il meurt le 10 mars 1940, laissant bien de nombreuses œuvres encore impubliées. Son histoire est donc un condensé de celle d'un écrivain, j'allais dire intègre en URSS, ou au moins, disons, quelque peu à contre-courant, un porteur maudit de force créatrice, pour paraphraser Van Salomon, un homme quelque part béni par un certain génie littéraire et maudit pour avoir obtenu ce génie sous le régime soviétique. Et bien finalement, c'est après sa mort que notre écrivain connaîtra le succès. Ses pièces commenceront à être jouées dans les années 50, ses romans vont commencer à être publiés, et il devient au fur et à mesure du temps l'un des écrivains russes les plus lus, et bien entendu le Maître et Marguerite n'y est pas pour rien, et y est même pour beaucoup. Alors à noter aussi, je l'ai dit que l'écrivain est né à Kiev, voilà, c'est un écrivain purement russe, il est très opposé au nationalisme ukrainien, on le voit notamment dans La Garde Blanche, où on est déjà, en tout cas selon Bulgakov, parfaitement consciente à cette époque que Kiev n'a pas de plus grand ennemi que Moscou, peu importe la forme du régime qui règne à Moscou. Alors quel est le contexte du livre ? Contexte d'écriture, contexte autour. Alors, le livre souffre d'une rédaction assez complexe. Il semble que Bulgakov entame son écriture en 1928, mais qu'il ait brûlé la première version en 1930, à une époque où son avenir d'écrivain est assez sombre. Une de ses pièces vient en effet d'être interdite, et où la répression politique fait des ravages. Il le reprend, ce livre, en 1931, et il achève la seconde version en 1936. Il va encore en écrire 2 versions, et le point final est quasiment porté sur la feuille quelques semaines avant sa mort. Le livre va donc accompagner l'auteur pendant les 10 dernières années de sa vie, témoignage et donc un petit peu testament de sa vie. Et donc il finit ses derniers jours en dictant dernières phrases et détails à sa 3e compagne qui achève elle-même le livre, si l'on peut dire, en 1941. Donc une version censurée est publié en URSS en 1966 avec une partie du texte effacée et une grande part modifiée, suivi d'une version qui va paraître en France en 1967, et enfin, alors sans censure, et enfin on aura une première version vraiment complète à Francfort en 1969, et la version définitive, à partir de certains manuscrits de l'auteur, va voir le jour seulement en 1989.
donc une gestation longue. Alors, définir rapidement de quoi parle le livre avant d'en aborder un petit peu le récit relève un petit peu aussi d'une gageure. On peut faire et on a fait de nombreuses interprétations de ce que l'auteur a voulu aborder, de même que le livre se situe aussi bien sur un registre réaliste qu'un registre fantastique, aussi bien sur un registre tragique que dans le plus profond burlesque. Alors pour faire très simple, je dirais en quelques mots qu'il s'agit du mythe faustien en URSS. Il s'agit du créateur, créateur presque maudit, il s'agit de l'amour, tout cela sous l'ombre du diable, en pleine terre soviétique. Mais en même temps, il s'agit tout autant de la condamnation du Christ par Ponce Pilate en terre de Judée en pleine antiquité romaine. C'est donc, dit comme ça, assez difficile à comprendre que ce livre est bien construit paradoxalement sur deux plans opposés, celui du réalisme du procès du Christ et de la fantasmagorie, peut-être pas sans logique, mais en tout cas, comment dirais-je, qui paraît assez foisonnante du Moscou des années 20 et 30, tout en changement dans le style et dans le tempo. Alors racontons un petit peu cette drôle d'histoire. Donc, qui est le maître et qui est Marguerite. Alors avant de voir ce maître et cette Marguerite, c'est véritablement un zoo de personnages secondaires qu'il nous est donné de découvrir. Le livre est un foisonnement de noms, hein, il faut avoir un petit peu l'habitude de tous ces patronymes russes. Et donc cela commence avec Mikhail Alexandrovitch Berlioz, rédacteur en chef d'une revue littéraire, qui converse avec le poète Ivan Nikolaïevitch Poniriev, Bezdomni de son nom de plume, de l'inexistence du Christ, donc thème ô combien à la mode dans le Moscou de ce temps. Arrive un homme, un étranger sans doute, et la conversation l'intéresse. Mais voilà que cet individu se met à cuisiner nos deux Russes, affirme avoir discuté avec Kant et prétend pouvoir deviner comment notre rédacteur en chef va mourir dans un fatras de propos difficilement intelligibles en sa qualité telle qu'il se présente de professeur expert en magie noire. Ce curieux homme donc vient leur raconter l'interrogatoire du Christ et sa condamnation par Ponce Pilate. Tout est décrit dans le détail, cet homme fournissant moult indications et une description, ma foi, vivante de tous les éléments du procès et des dialogues entre les protagonistes. Je le cite. Le fait est, conclut-il, que j'ai assisté personnellement à tout cela. J'étais sous le péristyle avec Ponce Pilate, et dans le jardin quand il causait avec Caïphe et sur l'estrade de pierre. Mais secrètement, incognito pour ainsi dire, de sorte que, je vous en prie, pas un mot à quiconque, le secret le plus absolu. Chut. L'homme présente donc, en tout cas ce qu'il semble au premier abord, les signes d'un certain dérangement mental. Mikhail Alexandrovitch Berlioz décide de téléphoner pour avertir les autorités de la présence de cet étranger suspect, mais comme prédit par ce dernier, il glisse en route et finit décapité par un tramway. Bezdomni, le poète, se lance à la poursuite du fou, du supposé fou. Mais le professeur, dans une scène, voilà, tout à fait burlesque, comme on l'a dit, burlesque russe, s'avère impossible à rattraper, entre un chat qui paye négligemment sa place de tramway et une baignade imprévue pour le poète dans la Moskva. C'en est trop pour lui, notre poète Bezdomni, qui finit interné après avoir raconté aux autorités ses histoires de Ponce Pilate. On saute ensuite directement dans l'appartement de notre Berlioz russe, le directeur de revue décapité. Appartement d'ailleurs fort étrange où les locataires disparaissent l'un après l'autre comme par magie. Alors bien entendu, on a ici une critique transparente des enlèvements nocturnes en série effectués par le pouvoir dans les années 20 et les années 30. L'auteur utilisera toujours le couvert de la magie, du fantastique et de l'illusion pour sa critique. Jeu de miroir qui lui permet à la fois d'éviter la censure et surtout de dépeindre presque, j'ai envie de dire volontairement, une fantasmagorie aussi vraisemblable que le réel et donc par effet de reflet, le caractère quasi incroyable de l'URSS, régime presque fantastique pour un être humain rationnel, qui aura bien du mal à s'expliquer les divers événements qui s'y déroulent. Et voilà que
le colocataire de notre rédacteur en chef mort, Stepan Lichodeyev, se réveille avec une terrible gueule de bois et un inconnu étranger dans son appartement. Voland, professeur de magie noire, se présente-t-il. Ce même étranger qui dit avoir connu Ponce Pilate. Malgré le fait que notre fêtard n'en ait aucun souvenir, il semblerait qu'il ait signé un contrat avec l'homme en sa qualité de directeur du théâtre des variétés. 35 000 roubles pour de la magie noire et aucun souvenir de l'avoir fait. Et voilà que l'homme n'est pas seul et est notamment accompagné d'un énorme chat, un verre de vodka à la main. Un putain de chat qui parle. Et notre Stepan Bogdanovich Lichodeyev s'évanouit pour soudainement se réveiller à Yalta, à des milliers de kilomètres de Moscou. Les événements étranges se poursuivent donc. Lichodeyev envoie donc à ses collègues un télégramme depuis Yalta, alors qu'il était encore au travail à Moscou la veille, à croire qu'il serait parti là-bas en avion de chasse à moitié nu dans la nuit pour y être aussi vite. Voilà en tout cas le genre de réflexion auquel arrive le citoyen moyen confronté à ce genre d'événement. Et lorsque l'on veut porter les télégrammes reçus de sa part à la police pour une enquête, comment se fait-il que cet homme se retrouve à Yalta? Comme tout bon citoyen irait, comment dirais-je, reporter la chose aux autorités, eh bien, sur le chemin, on est molesté par d'étranges hommes et on finit entre les bras d'une femme vampire. Des choses bien étranges, donc. Puis, eh bien, c'est le magicien Voland qui doit faire son spectacle le soir. La ville se presse donc au théâtre. C'est l'occasion pour Bulgakov de critiquer vertement la prétention à la transformation intérieure de l'homme par la révolution. Je cite Voland. Ils aiment l'argent. Mais il en a toujours été ainsi. L'humanité aime l'argent, qu'il soit fait de n'importe quoi. Voilà ce que nous dit le magicien. Des pluies de billets, une décapitation qui paraît bien trop réelle, un chat qui parle, des vampires. C'est la scène du diable et tous y participent comme hypnotisés. Et bien entendu, à la suite du spectacle, avec ces billets plein les poches qui se transforment en devises étrangères, comment dirais-je bien, dans les poches de nos citoyens, c'est une critique là aussi de certains comportements, qu'ils soient celui des affairistes ou d'une population où s'est répandue une méfiance généralisée. C'est aussi ce théâtre du diable, une représentation dans un contexte particulier. En effet, à partir... Alors, je vous ai mis ici, c'est un spectacle de Meyerhold, l'avant-garde soviétique en 1920, mais au milieu des années 20, le théâtre russe de cette avant-garde est dénoncé comme petit bourgeois, un Meyerhold est exécuté, un Vladimir Mayakovsky se suicide. Le cas de Mayakovsky est d'ailleurs assez intéressant parce que, alors moi je ne suis pas, comment dirais-je, adepte de la poésie, je connais très mal, je connais juste... on va dire son futurisme et son avant-gardisme, et je sais surtout qu'il sera eh bien largement critiqué par le parti, avant d'avoir, après son suicide, des funérailles nationales sous Staline, signe que eh bien, le parti ne savait jamais vraiment sur quel pied danser en matière d'art. Enfin, notre poète, Ivan Biezdomny, toujours dans son asile, reçoit la visite d'un individu inconnu. Celui qui s'avère être le maître. Et voilà ce qu'il a à dire au poète. Je cite. Hier, à l'étang du patriarche, vous avez rencontré Satan. Son apparition tardive au maître donne enfin une structure à un roman, ou en tout cas on va dire une structure, peut-être par rapport au titre, ouais effectivement, à un roman arrivé quasiment à sa moitié. Le maître refuse le nom et le monde, refuse un titre d'écrivain usurpé par les nervis officiels du régime, et il n'existe plus qu'en tant que sobriquet. Pourtant, il est sans aucun doute un double de Bulgakov, évite une mésaventure similaire à l'auteur, les mêmes refus, les mêmes critiques, religieuses pour le maître, politiques pour Bulgakov. Il m'a toujours semblé, et je n'ai pas pu me défaire de cette idée, que les auteurs de ces articles ne disaient pas ce qu'ils auraient voulu dire, et que c'était justement cela qui provoquait leur fureur. Et il finit, comme notre auteur, par brûler son livre. Geste éminemment théâtral et récurrent, on en verra d'autres en Russie, mais patientez un petit peu. Le maître est aussi l'homme amoureux d'une femme mariée, la non encore nommée Marguerite, comme Bulgakov et sa troisième femme, rencontrée alors qu'elle était encore mariée. En tout cas, laissons notre poète et le maître ici, car eh bien, dans l'asile, les fous s'accumulent,
alors qu'il semble aux autorités que l'appartement numéro 50 du camarade Berlioz ne soit occupé ni par un professeur de magie noire, ni par aucun démon ou vampire, et encore moins par un chat qui parle. Pourtant, les fous sont là et rêvent au sein de l'asile leur procès, dénonciation bien sûr de la fantasmagorie théâtrale des vrais procès soviétiques. Chapitre qui sera bien entendu biffé par la première version publiée. Personne ne sait où sont les administrateurs du théâtre ou ses produits volants, nulle trace d'un contrat, nulle trace de son existence. Je cite l'auteur. Bref, c'était vraiment une histoire à dormir debout. Tous les chefs de l'administration avaient disparu. On avait assisté à une séance étrange et scandaleuse, et qui en était l'auteur, qui en était l'instigateur? Mystère. Pourtant, la folie se poursuit dans la ville, punissant les plumitifs d'avoir voulu faire de la libre culture une administration réglementée. Et pour conclure la première partie du roman, c'est l'oncle de Berlioz qui se présente à l'appartement, reçu par un chat qui lui demande son passeport. Manière, bien entendu, là aussi, de dénoncer l'arbitraire soviétique à ce sujet, puisque les paysans des kolkhozes sont dépourvus de passeport, et nous sommes dans un état où n'importe quel individu pourvu de pouvoir peut bien vous rendre redevable pour tout et n'importe quoi, finalement, homme ou chat. Se plaindre à la milice d'un chat à lunettes voleur de passeport ou d'avoir été molesté à coups de polérotie ne paraît pas vraiment sérieux. S'ouvre donc la deuxième partie de ce tango avec le mal. Voilà seulement qu'apparaît notre Marguerite Nikolaïevna. Elle a tout, sauf l'amour que le maître avait à lui offrir, et bien finalement lui aussi a disparu. Elle voit passer le cortège funéraire de Berlioz depuis un banc, et un inconnu s'installe à ses côtés. Toujours la peur de l'arrestation, la peur de la fréquentation des étrangers. Mais cet homme lui propose des informations sur le maître. Un seul rendez-vous est nécessaire et elle ira. Il s'avère que c'est un sabbat auquel elle se prépare, et voilà son rôle, maîtresse de maison pour le bal du diable. Motif bien entendu récurrent du thème faustien. Avant cela, avant ce bal, elle sera sorcière et se vengera de ceux qui ont tourmenté son amant. Cadavres d'empoisonneurs, d'alchimistes, d'assassins, faux monnayeurs et satyres en tout genre se présentent à l'invitation maudite, la nuit du vendredi saint. La tête de Mikhail Alexandrovitch Berlioz servira à boire le sang du sacrifié et retourner dans le monde réel. Le diable Voland, en contrepartie, peut tout accorder tant que l'on ne réclame pas de lui miséricorde. Il peut réunir les deux amants et faire revenir le maître. De l'autre côté du miroir, dans la réalité, l'enquête des services de police se heurte à un mur dans cette folle histoire. Un appartement vide qui répond au téléphone, des personnes retrouvées à l'autre bout du pays, des milliers de gens hypnotisés au cours d'une séance de magie, une épidémie de folie qui se répand dans la ville, et finalement la tentative d'arrestation de ces malandrins se finit en échange de tirs entre le chat Behemoth, compagnon diabolique, et les services de police. Nos deux amoureux finissent bien finalement empoisonnés par le diable pour leur repos et au nom de Dieu, leur existence étant à la fois indigne de l'un et de l'autre. Ils sont ni dignes du diable, ni dignes de Dieu. Au nom d'une puissance équivalente de Dieu, peut-être parce que la vision dont Bulgakov témoigne est peut-être plus proche de la gnose dans la vie comme d'ailleurs dans la mort des héros. Et même Dieu et diable doivent s'incliner devant la pure amour et nos deux amants pourront être réunis dans l'éternité. À la fin, quelque peu douce amère avec cet empoisonnement est sans doute liée à la propre fin de l'auteur qui dicte, mourant les dernières pages, évoquant l'immortalité du créateur. L'épilogue nous rend le destin des personnages mineurs et ne manque bien entendu pas d'égratigner l'atmosphère burlesque de folie suspicieuse qui s'empare du pays une fois le diable disparu et retourné à son monde. Voilà en quelques minutes le récit, même si, bon, bien entendu, comme vous vous en doutez, j'ai omis beaucoup d'éléments. Je me bois juste une gorgée. Et nous poursuivons. Comme d'habitude, par la question de savoir, en tout cas de tenter de répondre à l'importance de l'œuvre et ce que j'en ai pensé. C'est un livre immense, c'est un livre à l'immense postérité aussi. Ceci étant dit, ce n'est pas le plus simple à rendre de par sa forme.
La construction est assez déroutante, même si ça ne veut pas dire qu'elle soit hasardeuse. Il est, dès la base, censé être, par une mise en abîme, le roman du maître, pour la partie sur la vie du Christ, et le reste étant de l'événement narratif. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé de cette partie sur le Christ. Sa postérité à l'œuvre est d'ailleurs peut-être plus musicale que littéraire ou cinématographique, alors que l'on en ferait sans aucun doute un excellent film. Alors le livre a bien entendu été déjà adapté en film, mais j'entendais en film hollywoodien à grand budget qui en ferait un film médiocre. Très étonné que ça n'ait pas été fait. Le film que vous voyez, donc l'affiche, est de 2024 et a d'ailleurs connu bien un immense succès en Russie, ce qui est peu étonnant chez un peuple qui a ses défauts, mais qui reste tout de même un peuple de culture, il ne faut pas l'oublier. Ceci étant, le livre est effectivement, à mon sens, plus à lire ou à voir qu'à raconter. Il est difficile de restituer la profondeur, je dirais de la culture, pas de l'intelligence, mais de la profonde culture et de la science de l'écriture mise au service de l'œuvre chez Bulgakov. On est en face d'une véritable comédie humaine, aux multiples personnages entrecroisés, et diabolique aussi, un petit peu à la russe, hein. C'est vrai que c'est très russe, et que eh bien, c'est difficile à saisir au début, les patronymes se multiplient, il doit y avoir une douzaine de personnages qui comptent, et le maître n'est qu'un parmi d'autres. Se croisent donc les personnages, les lieux, les temps aussi, puisqu'on a dit, hein, on vague de la Palestine à Moscou, dans cette valse un petit peu méphistophélienne, si l'on peut dire. Et malgré la confusion, malgré la dite valse, eh bien, tout est pensé par l'auteur, tout a un sens, réel ou symbolique, caché ou révélé, ce qui n'est pas de l'ésotérisme, ce qui est plutôt de la culture et un message. Avec ce profond mélange du réalisme et du fantastique qui est en sus assez profondément russe, hein, même si on nous parlera de mots passants ou que sais-je, hein, c'est vrai aussi, mais dans la lignée d'un Gogol, vous voyez, dont on reparlera d'ailleurs dans quelques temps. Et on parlera aussi dans quelques temps de réalisme fantastique. Il est difficile de ne pas dire que la littérature russe en a pleinement usé, bien avant qu'on ne l'attribue à la littérature latino-américaine. Disons que Bulgakov part d'une hypothèse fantastique, la présence du diable, et il va bien l'insérer dans le réel, là où le réalisme fantastique classique fonctionne plus, peut-être par pointillisme. Et de toute façon, ce serait pas de la littérature russe si on n'y trouvait pas parfois cette espèce de folie, et cette folie des situations. Alors ça, c'est pour la forme. Elle peut être assez déstabilisante en plus, avec cette alternance entre l'histoire en URSS, qui est un petit peu, on va dire, j'ose pas dire la trame principale, parce que tout se rejoint à la fin, mais qui est peut-être ce qui est plus facile à appréhender pour nous, même s'il y a ce côté fantastique, par rapport au récit sur la mort du Christ. Et donc ensuite, après la forme, il y a le fond. Le message est bien entendu largement transparent et double, politique et humain. D'abord, ce sont les valeurs classiques de la littérature de l'espoir, au-delà du bien et du mal, l'amour, l'espérance et la création sont les valeurs auxquelles se rattacher lorsque nous sommes livrés au mauvais sort. Et Bulgakov a dû trouver le temps bien long de ce point de vue. Mais c'est avant tout, et je crois que c'est le plus simple à saisir pour tout lecteur, c'est bien entendu une profonde critique du régime soviétique du temps. La critique balaye large en utilisant le fantastique à dessein, hein, ce miroir du réel, ce brouillage face à la censure, mais aussi qui est une opposition comparative à la vie dans le pays. Culture policière, culture du secret, culture de l'art stéréotypé, culture des comportements de l'élite culturelle, de la volonté officielle de transformer l'homme, culture aussi du messianisme impérial de la Moscou révolutionnaire. Et pour autant, le discours du livre se place d'un point de vue spirituel, entre l'athéisme soviétique et l'orthodoxie rigide, entre la désacralisation artificielle et le sacré immuable, dans un tourment de la morale, hein, du Dieu qui accepte la mort injuste de son fils. Ce n'est d'ailleurs sans doute pas un hasard si le diable prend pour cible l'élite littéraire d'abord, ce qui est la revanche du diable, la revanche de l'auteur aussi bien sûr. De même, ce n'est pas un hasard s'il vient se rappeler au bon souvenir d'une société qui croit que l'athéisme a supprimé le diable, diable qui revient vexé pour que l'on se souvienne de son existence. Mais d'un autre côté, ce diable
n'est pas mauvais, ou pas entièrement, on va le voir. C'est aussi la critique de l'impuissance créatrice de l'art officiel et de l'autocensure. C'est une leçon sans doute toujours à rappeler aux modernes dans l'art. Les opinions délictuelles changent de nature selon le temps et le lieu, selon le régime, mais ces opinions nous livrent pieds et poings liés à la médiocrité lorsque l'artiste est borné par des obligations légales. Alors bien sûr, les interprétations sont multiples, puisqu'il s'agit d'un roman à tiroir dont les notes sont bienvenues d'ailleurs, mais dont on comprend sans mal pourquoi il n'a pu être publié. On en a parlé. Est-ce que c'est une simple peinture de l'URSS? Est-ce que c'est un Faust retravaillé puisqu'il est évident que l'auteur a subi profondément l'influence de Faust et du romantisme allemand en général, jusqu'au sort final du maître. Et tout aussi évident que Jérusalem et Moscou sont profondément liées dans l'œuvre, elles se répondent, et que bien Staline est l'image de l'empereur, et que finalement, entre ces deux temps, rien n'a changé face à la tyrannie. Les mêmes traîtres, les mêmes saints, les mêmes pécheurs sont partout, ce que Voland le diable révèle pendant son spectacle théâtral. Il y a cette immuabilité de l'histoire, donc. Alors, est-ce que c'est un dialogue en miroir sur la frontière profondément brouillée entre le bien et le mal? La mort du Christ reste finalement incompréhensible par son injustice d'un côté, et de l'autre, le diable, malgré ses défauts, est dépeint dans l'œuvre en personnage imprimant de l'humanité à l'abominable austérité soviétique. Dit de façon un petit peu enfantine, vous m'excuserez, mais les méchants ne sont pas si méchants, et en face, un grand nombre de leurs victimes ne sont pas innocentes. Comme j'ai dit, nous sommes dans une sorte de gnose, le diable n'est pas un mal biblique. Et c'est vrai aussi, je l'ai dit, que je n'ai pas parlé de la confrontation du Christ et de Pilate plus que cela, parce que je voulais cadrer ma restitution, et je trouvais que c'était difficile à insérer comme ça, mais cela reste un pan important de l'œuvre, et ça reste aussi un écho au propre choix de Bulgakov face à Staline, j'en ai parlé dans sa biographie, pour conserver sa situation d'écrivain. Comme le dit un Pilate torturé depuis 2000 ans par les questions, la lâcheté n'est-elle pas le plus grand crime qui soit? Comme on l'a dit, la cible qui la pose quasiment en premier lieu sur le monde culturel en fait un opposant au totalitarisme et à ses conséquences en URSS. Le diable est-il dès lors éminemment négatif? Il est la folie burlesque, il est finalement la vie et la force créatrice au milieu du tout administratif et standardisé. Il s'attaque aussi, après le syndicat officiel de l'élite littéraire, à son restaurant pour privilégier de la nomenclatura et à tous les profiteurs. Le diable s'attaque aux symboles, mais aussi aux déviances matérielles du régime. Il s'attaque donc aux faits, mais il s'attaque donc aussi à l'idée. Il est le redresseur de tort contre une humanité qui tente d'être peut-être encore plus diabolique que lui. Et finalement, il est une figure presque positive. Il est presque le personnage principal, luttant contre un athéisme dogmatique, luttant contre un monde triste, luttant contre la censure. Il est cette espèce de chaos créateur presque polisson qui détruit un monde factice. Il ne commet, j'allais dire aucun crime, en tout cas presque aucun crime, et se contente d'exposer les vices sociaux par son spectacle moqueur. Et à la fin, d'ailleurs, il exauce d'abord un premier vœu de Marguerite avant de la réunir au maître. C'est une frivolité bienvenue dans le roman qui l'allège d'ailleurs considérablement. C'est aussi une réflexion profonde sur l'impuissance du créateur. Le maître, en effet, n'a pas mérité la lumière, il n'a mérité que le repos. C'est un petit peu sa fin. Il n'est pas un homme pour le paradis, mais il est un homme bien pour les limbes. Il est probable, in fine, au travers de la vie de l'auteur, qu'il s'agisse avant tout du manifeste de la liberté créatrice. C'est donc un grand livre, la réflexion d'un homme sur la création, sur sa création, sur l'amour, sur la religion, doublé d'un instantané de la vie du RSS des années 20 et 30 et de ses problèmes on va dire quotidiens et généraux. Alors j'en ai sans doute pas tout sorti, c'est un roman très analysé par des pointures, des gens qui l'ont lu, relu, en ont extrait l'essence, ne sont pas toujours d'accord entre eux non plus, mais disons que c'est une première approche et ce que j'ai pu en extraire à ma lecture. Et après tout, comme tout roman un petit peu spécial, il peut être clivant. La folie et le
le génie sont parfois proches, mais peuvent donner des œuvres en tout cas qui ne ressemblent pas aux autres. Et de ce point de vue-là, Le Maître et Marguerite est un livre eh bien, qui ne ressemble pas aux autres. Alors je finis comme d'habitude par une phrase et une note. La phrase que j'ai mise en exergue est une des plus connues de l'œuvre, je vous la cite. « Excusez-moi, mais je ne puis vous croire. Cela ne se peut. Les manuscrits ne brûlent pas. » Et pour la note, eh bien, ce sera la réunion de Faust et de Staline, et donc ce sera Faust-Staline sur 10. Voilà. Voilà pour l'œuvre de ce soir. Je vous encourage vivement à le lire. Je ne l'ai pas précisé dans mon introduction parce que effectivement, je trouvais que c'était peut-être un peu hors sujet, mais je peux le dire pour finir. Moi, j'ai mis très longtemps à le lire pour des raisons de titre. Je trouvais le titre... je sais pas, peu attirant, on va dire ça, Le Maître et Marguerite. Je trouvais qu'il y avait cette relation du maître à son élève. Je m'attendais à une histoire d'amour, on va dire un petit peu, je sais pas, mièvre entre un vieil homme isolé et sa pupille ou que sais-je. Donc voilà, j'avais absolument aucune idée de ce dont il était question dans l'œuvre. Ah bah bon, bien entendu, avant de l'acheter, je me suis quand même renseigné. J'y ai trouvé quelque chose de très différent, donc ça m'a beaucoup intéressé. Le livre, bon, il est long, hein, ça fait presque 700 pages. Il est assez dur à lire, et en tout cas assez dur au début, parce que je trouve qu'il met assez longtemps, on va dire, à sécuriser le lecteur dans ce qu'il est en train de lire, et là où il va. Vous voyez ce que je veux dire ? On a un plan et c'est vrai que ça met très longtemps à dessiner la route que l'on va suivre. Pour autant, c'est un livre profond, c'est un livre excellemment bien écrit. L'humour n'y est pas enfantin, il y a une vraie réflexion derrière, ça n'est pas juste du burlesque comique, c'est pas du Buster Keaton, il y a vraiment quelque chose de... Il y a une frivolité bienvenue dans une œuvre profondément morale et esthétique. Voilà. Donc j'espère vous avoir donné écoutez, un minimum envie de le lire. La littérature russe, de toute façon, recèle d'un nombre incalculable de trésors. On en a fait quelques-uns, on va en faire un certain nombre. C'est vrai que de toutes les littératures étrangères, je pense que c'est celle qu'on va le plus parcourir, en tout cas jusqu'à présent, dans ce que j'ai préparé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. De toute façon, Bulgakov mérite d'être lu. On en reparlera l'an prochain avec La Garde Blanche. C'est une certitude parce que je voudrais présenter une autre facette de l'auteur, un livre qui a toujours un petit aspect fantastique, mais qui est beaucoup plus ancré dans un réel bien différent, qui est celui précédant la période soviétique, même si Bulgakov écrit déjà à l'époque du régime du RSS. Donc voilà pour ce soir. Nous nous retrouvons normalement mercredi pour la seconde partie de la révolution industrielle. Je vais contacter Skiros à ce sujet, mais normalement on est tout bon. Mais il m'a pas envoyé quoi que ce soit, donc je vais regarder ça. Vendredi, bien écoutez, je ne vous promets rien. Il est possible que je ne stream pas vendredi. J'avais prévu du Verdun, mais vraiment... pour combler les trous en attendant le début de la GPO sur Europa Universalis 4, mais je suis pas sûr parce que bon voilà, il y a un événement qui est attendu et il est possible que les prochaines semaines soient bouleversées. De la même façon, dimanche nous avons un onanisme et découverte sur l'Ombrie. Si je ne peux pas le réaliser en direct, je le tournerai quand je peux et je le posterai directement sur YouTube. Voilà. Donc d'ici là, eh bien écoutez, je vous souhaite à tous un excellent début de semaine. Je m'excuse encore pour le petit retard de 24 heures dans la vidéo, mais bon, qu'est-ce que c'est 24 heures dans la vie d'un homme et 24 heures dans la vie d'une femme, pour citer les deux genres qui m'écoutent. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon début de semaine comme dit précédemment. On se retrouve mercredi, normalement avec Skiros. Et puis bien d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.